Alors, bonsoir à toutes et tous. Alors, je commence en tant qu'éditrice et en tant que femme qui a rencontré une autre femme, qui est Isabelle. Isabelle, c'est une anthropologue, c'est une hypnothérapeute, c'est une psychothérapeute. Et en tout cas, dans tous ces mondes-là, ce que je peux dire, c'est que c'est une femme qui a le goût profond de l'exploration. L'exploration des âmes, l'exploration des mondes, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres soins, d'autres pratiques. Et qui a une insatiable curiosité qui l'amène dans ces ailleurs-là depuis un certain nombre d'années. Indépendamment de ça, et aussi, plutôt, Isabelle a créé une fondation, une association qui s'appelle Health United et qui s'occupe de santé intégrative. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette exploratrice de monde, finalement, œuvre aussi pour que tous ces mondes-là et toutes les pratiques de soins puissent retrouver un écho et puissent être partagées avec un grand nombre de personnes dans le monde, en France et dans le monde. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés, le hasard de la vie, mais il n'y a pas de hasard, entre Marie-Solange, qui est très impliquée dans la santé intégrative, et Pierre aussi, sur la partie art, comment l'art peut être aussi une prescription, la prescription artistique peut être aussi un acteur de soins. Et chemin faisant, la question d'un projet qu'Isabelle a depuis un certain nombre d'années a été soulevée, qui est un projet sur le courage, à propos du courage. Qu'est-ce que signifie le courage ? Et en tant qu'éditrice, j'ai trouvé que c'était intéressant de donner la possibilité à une femme et une exploratrice de mondes différents de pouvoir travailler et être publiée sur cette notion du courage, que je vais lui laisser la parole parce que c'est à elle de présenter son projet. Et ce livre va être publié entre janvier et mars 2026. Voilà. Et merci à Isabelle. Alors merci pour cette présentation qui aborde les différents aspects de ma vie qui m'ont poussée à m'intéresser au courage. Et c'est vrai que le fait de pouvoir publier dans les éditions Sama, ça m'a beaucoup parlé, justement, parce que j'avais envie d'un espace qui soit une réflexion, qui permette un lien entre ma réflexion personnelle, ma réflexion en tant que thérapeute, ma réflexion en tant qu'exploratrice en anthropologie et ma réflexion dans la rencontre avec différentes personnes que je peux admirer, trouver courageux, courageuses. Et donc tout ça m'a amenée dans un cheminement à propos du courage qui est un peu atypique parce que, comme tu l'as dit, je suis psychologue de formation. En général, en psychologie, on parle plus de résilience. C'est le terme avec toute la trajectoire quand il peut y avoir un caillou sur le chemin et comment on fait avec ce caillou, comment on peut avancer, toute cette trajectoire. Mais au fur et à mesure de ce cheminement que je mène depuis plusieurs années à travers cette réflexion, j'avais envie de voir quelle est l'étincelle qui amène à cette trajectoire, quel est le moteur qui amène à cette trajectoire, et comment, lorsqu'on trébuche ou parfois on tombe avec ce caillou sur le chemin, comment on peut se relever et pas rester dans l'immobilisation, avec une réflexion justement sur cette étincelle, le courage, la complexité même de ce mot. Je vais l'aborder dans les extraits que j'ai choisi de lire ce soir auprès de vous. Le côté paradoxal de ce mot, du courage, que ce soit dans le domaine de la psychologie, mais de façon générale, de quoi on parle quand on parle de courage. Alors, dans ce cheminement, ce qui a été important pour moi, et les éditions Sama, la réflexion
avec Rachel, avec Pierre, ça a été aussi d'affiner, parce qu'en tant que psy, j'ai quelques automatismes pour parler de tous ces domaines, et ça a été d'affiner et de pouvoir mettre en perspective finalement tous ces domaines dans les rencontres, dans l'anthropologie, dans les rencontres avec les amis, avec la famille, sur ma propre réflexion aussi dans les moments de courage. Et ça n'est pas un livre, j'espère que vous découvrirez donc en janvier ou en mars, ça n'est pas un livre qui fait l'apologie du courage héroïque, mais qui propose une anatomie du courage qui s'exprime de plein de façons différentes, à la fois dans des situations dans lesquelles on peut se retrouver, mais aussi dans nos combats intérieurs, dans une façon d'être présent à soi-même. Il y a une forme de courage. Le courage qui n'est pas sans peur, le courage face à la fatigue, le courage face à l'injustice. Alors je pense que cette réflexion, elle est partie, elle s'est intensifiée ces derniers temps, parce que le courage individuel est une question pour moi, mais le courage collectif également est devenu une question à travers l'investissement aussi dans l'association Health United en santé intégrative. Le courage individuel, c'est dans un monde où l'incertitude est bien sûr là, a toujours été présente, mais dans un monde où les notions même de vérité ou de mensonge sont parfois floues à différents niveaux, de bien, de mal, où nos certitudes peuvent être bousculées par tout ce qui se passe autour de nous, d'un point de vue international, d'un point de vue national, même dans nos régions. Je trouve intéressant de réfléchir à cette notion-là du courage, qu'est-ce que l'on peut faire pour soi, pour tenir droit dans toutes ces situations, mais aussi d'un point de vue collectif, comment on peut avancer ensemble et ne pas, lorsqu'il y a ce caillou sur le chemin, tomber du côté du cynisme ou tomber du côté de ce qui peut être plus sombre. Donc c'est ce qui a animé en fait cette envie de parler du courage, partir de l'individuel jusqu'au collectif. Et donc pour cela, j'ai fait un triptyque systématique. Je suis partie de questionnements que je pouvais avoir ou qu'on peut avoir avec mes proches. Je suis partie de ce que la philosophie peut nous amener comme réflexion, parce que la philosophie, c'est pas quelque chose qui est hors sol. Ce sont des questions que des philosophes ont pu se poser depuis des années, depuis des siècles, sur des questions existentielles qui nous touchent tous, toutes, et qui sont toujours d'actualité. Je suis partie du courage que je peux observer dans mon cabinet de thérapeute, avec une admiration sur des moments précis, où il y a des personnes qui viennent me voir en tant que thérapeute et qui vont trouver ce moteur, cette étincelle, cette énergie pour dépasser des moments qui ne sont pas simples. Et puis j'ai eu envie de sortir du cabinet de psy pour aller interroger aussi des personnes inspirantes, inspirées, et je vais aussi vous lire quelques passages de cet aspect-là. Donc dans ce livre, je partage un cheminement, il y a des questions qui restent, il y aura des mises en perspective, et c'est un cheminement qui aborde des réflexions et de nombreuses questions. Alors j'ai choisi plusieurs petits extraits de ce livre à partager avec vous, en espérant que ça va faire écho aussi à vos propres questionnements. Alors je suis partie d'un extrait justement de ce qui m'a animée aussi dans le cadre de mon travail de psychologue, où je vais être témoin privilégié très souvent de ces moments qui ne vont pas être sur la place publique et qui pourtant sont de vrais moments de courage. Et j'en parlais hier quand on discutait du livre, ça m'arrive très souvent, c'est pas le genre de choses qu'on raconte quand on est psy, mais ça m'arrive très souvent quand je termine la journée et que je sors du cabinet de me dire waouh, par rapport à des repositionnements de certaines personnes, puisque elles ont pu échanger sur les difficultés qu'on peut tous traverser à un moment donné ou à un autre de nos vies. Et cette énergie, pour un moment donné, sortir de l'immobilisation et sortir aussi d'une façon d'être au monde qui n'est plus possible pour certains.
Alors pour ce premier extrait, à propos donc de cette réflexion du courage à partir de ma posture de psychothérapeute. Alors mon métier de psychothérapeute m'offre un privilège, celui de voir tomber les masques. Derrière la porte d'un cabinet de psychothérapie, au-delà des rôles que nous jouons tous les jours, il y a une vérité plus intime. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. On parle de ce qui compte vraiment. Mon métier, ma passion, c'est de pouvoir accéder à cet espace-là. Un espace de confiance où l'on n'a plus besoin de faire semblant. Où l'on peut enfin lâcher l'accessoire pour parler de l'essentiel. Des souffrances qui nous bloquent, mais aussi des joies et des espoirs qui nous animent. Mon travail consiste à accompagner une personne à se libérer de ce qui l'entrave, de ce qui la fige, que ce soit à travers une thérapie par la parole ou par une approche hypnotique. Qu'il s'agisse d'une angoisse, d'un trauma, d'une problématique anorexique ou d'une addiction, l'objectif est le même, aider la personne à retrouver le courant de sa propre vie. Et chaque pas dans cette direction est un acte de courage immense. Le courage d'affronter et de regarder en face ce qui fait mal. Le courage de parler, le courage de se transformer et de choisir le mouvement plutôt que l'immobilité. C'est ce courage-là, le courage de se remettre au monde, que j'ai voulu aussi raconter dans ce livre. Dans cet espace thérapeutique singulier, je suis chaque jour le témoin privilégié d'actes de courage humbles et pourtant monumentaux. Un courage silencieux, loin des récits épiques et des fanfares de l'héroïsme public, mais qui n'en est pas moins essentiel. Un courage viscéral, pétri de larmes et de doutes, mais tendu vers la vie. Le courage de mes patients. Je les vois, séance après séance, descendre dans leurs propres arènes intérieures pour y affronter leurs démons et zones d'ombre. Ils dénouent les fils emmêlés d'histoires douloureuses, osent se montrer dans leur vulnérabilité la plus pure, là où la plupart d'entre nous passons une vie entière à ériger des forteresses. Ce que j'observe n'est pas une force monolithique, mais un processus, une danse délicate avec la peur, une succession de décisions intérieures profondes et répétées. Ça va être le courage d'initier, celui du premier pas, souvent le plus coûteux. C'est l'acte de prendre son téléphone, parfois d'une main tremblante, pour demander de l'aide, un geste qui fracasse l'armure de l'orgueil et parfois de la honte, de n'être pas assez fort. Vient ensuite le courage de la vulnérabilité, celui de s'asseoir dans ce fauteuil et de déposer les masques sociaux, de confier à un autre toute son histoire, ses failles, ses secrets les mieux gardés. Puis peut-être le plus difficile, et c'est ça qui est un des fils conducteurs de ce livre sur le courage de ressentir. Notre société nous apprend à fuir les émotions douloureuses, à les anesthésier. La thérapie invite à l'inverse, s'autoriser à traverser la tristesse pour faire face à un deuil, à sentir la colère pour poser des limites, à accueillir l'angoisse pour comprendre ce qu'elle a à nous dire. Ces actes de courage, je les ai vus s'incarner dans des visages et des histoires qui résonnent encore dans ma mémoire. Je pense à cette femme de 50 ans, murée dans le silence d'un secret incestueux, dont la vie entière avait été une forteresse érigée contre le souvenir. Son courage fut de trouver la force, après des mois de thérapie, après des mots en thérapie, et d'écrire une lettre à sa mère incestueuse. Une simple lettre. Mais dans ces quelques pages, elle ne se contentait pas de nommer l'innommable. Elle se donnait enfin l'autorisation d'aimer et d'être aimée, de démanteler pierre par pierre la prison dans laquelle elle s'était enfermée. J'ai accompagné Chêne, par exemple, un jeune homme lumineux, atteint de la maladie des os de verre. Pour lui, chaque matin est un choix métaphysique. Son courage n'est pas de braver un ennemi extérieur, mais de choisir chaque matin la vie, de se lever, de se mouvoir, alors que le moindre geste est un geste de courage, le plus anodin des mouvements peut le briser.
Son existence est un hymne à la précarité et à la volonté. Et comment ne pas être bouleversé par cette femme de ménage qui, malgré un corps usé par le labeur et la nouvelle brutale d'un diagnostic de cancer, continue de se battre, non pas pour elle-même, mais pour offrir un avenir à ses enfants. Ces visages, ces histoires sont devenus le cœur battant de ma réflexion. Leur courage n'était pas une posture, mais une conséquence, la conséquence de l'amour, de la survie, de l'espoir. C'est leur courage, dans sa nudité et sa vérité, qui a allumé en moi le désir de comprendre, de nommer et de partager. Cette première partie du livre est pour moi importante parce qu'elle permet déjà de sortir de l'idée qu'il y a une seule forme de courage et aussi de l'idée que, en fonction, tu parlais des casquettes, on peut, en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant qu'amie, avoir des formes de courage. On peut avoir un courage politique, mais d'un point de vue personnel, avoir des moments de moindre courage. Donc le courage est vraiment une mosaïque et c'est intéressant aussi pour soi-même de pouvoir observer tout cela. Ça n'est pas de faire l'apologie, comme j'ai dit, du courage. On a tous, si on regarde, et si on faisait un petit tour maintenant, on a tous des moments dont on est fier, on s'est positionné d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'on a tous aussi des moments où on s'est dit, là, j'aurais pu faire autrement. Et c'est intéressant aussi de repérer, je pense, ces moments-là pour pouvoir justement avoir une posture autre dans la vie. Le deuxième passage que je souhaitais vous lire est un passage qui permet de sortir justement du cabinet, parce qu'évidemment, je pense qu'aussi ça vous vient à l'esprit, vous-même dans vos vies ou dans des discussions qu'on peut avoir avec des proches, avec des amis, avec la famille. Il y a plein de choses qui ressortent autour de cette thématique. Cette réflexion à partir de la clinique, elle a été nourrie et enrichie par des rencontres qui ont déplacé ma perspective, m'amenant à interroger des personnes inspirantes de tout milieu, culture, âge, afin de décortiquer et faire réellement cette anatomie le plus possible du courage au-delà des murs du cabinet. L'une des plus marquantes eut lieu à Kiev, en Ukraine, en 2015, où je donnais une formation à des psychologues travaillant sur les psychotraumatismes de guerre. Dans ce contexte de souffrance et de résilience collective, j'ai échangé avec un militaire. Il m'a raconté ce moment suspendu au cœur du combat, où submergé par le chaos, il a dû faire un choix radical pour survivre. Ne pas lâcher, ne pas se laisser tuer. Je m'attendais à un récit de volonté pure, de discipline mentale. Et ce qu'il m'a confié était tout autre. Ce qui l'a animé, ce qui l'a arraché à la paralysie de la peur, ce n'était pas une pensée héroïque, pas l'image du drapeau ou l'idée de la patrie. C'était un souvenir simple, sensoriel et puissant de l'odeur des gâteaux de sa grand-mère, de sa babouchka. Et on revient à la sensorialité, au fait de ressentir comme quelque chose qui va nous permettre aussi de faire face à certains événements. Une Madeleine proustienne en plein chaos, une encre sensorielle le reconnectant instantanément à la vie, à l'amour, à un monde où la chaleur d'un four et la douceur d'une présence aimante existaient encore. Cette confidence fut réellement une révélation. Le courage ne puisait pas seulement sa source dans les grandes idées ou les valeurs abstraites, mais aussi dans les recoins les plus humbles et les plus incarnés de notre mémoire, dans la sensorialité d'une odeur, d'un son, d'une image, qui pouvait devenir le plus puissant des talismans. C'est à cet instant que s'est imposée cette évidence, le courage prenant des formes infiniment multiples, parfois totalement inattendues, pour en saisir l'existence, en définir le contour, une seule perspective ne suffirait pas. Il me fallait partir à sa recherche, interroger des personnes d'horizons radicalement différents, un membre du GIGN, une ancienne leader syndicale, un photojournaliste de guerre, un philosophe, ainsi de suite, pour tenter de dessiner non pas une anatomie du courage, mais des courages. Et c'est pour cela que j'ai pu réaliser plusieurs entretiens avec des personnes connues et des personnes qui ne sont pas connues,
Alain Bauer, Nicole Notat, Reza Degati, Rachel Degati, Pierre Bongiovanni, Xavier Doucet du GIGN, Colette Casimir, Monique Durand-Houd, plein de gens venant de milieux et ayant des expériences très différentes pour justement les interroger sur leur vision, leur ressenti du courage, pour pouvoir définir, aller un peu plus loin. J'ai élargi le brainstorming. En analysant ces entretiens, plusieurs facettes du courage sont ressorties que j'ai eu envie de confronter avec les grandes philosophies du courage. Mais ça, ce sera dans le livre et que j'espère vous découvrirez. Pourtant, à peine avais-je commencé ce voyage que le mot lui-même se dérobait, devenant fuyant et paradoxal. Lors de mes entretiens, une méfiance, une pudeur revenaient sans cesse. Des figures dont les parcours forcent l'admiration, comme Nicole Notat, décrivant la tempête médiatique et la solitude de sa position lors des grèves de 1995, ou Colette Casimir parlant de son voyage avec le cancer, refusait poliment mais fermement l'étiquette de courageuse. Leurs actions, disait-elle, étaient une nécessité, une conviction, un cheminement, mais jamais un acte de bravoure qu'elles revendiqueraient. Le mot leur semblait extérieur, presque trop grand, trop spectaculaire pour leur vécu intime. Elles ne se reconnaissaient pas dans le miroir de ce terme. C'est la réflexion de Pierre Bongiovanni qui a mis des mots sur ce malaise. Et si le courage n'était qu'un concept paravent, un mot que l'on plaque sur des réalités bien plus complexes, la survie, l'amour, le désespoir, le devoir, l'instinct, et sur lequel chacun projette sa propre définition. Un mot qui cache plus qu'il ne révèle, masquant la véritable nature de la force qui nous pousse à agir. Alain Bauer, quant à lui, posait une question encore plus dérangeante, venant dynamiter nos certitudes morales. Le courage est-il nécessairement une vertu ? Pour lui, la réponse est un non catégorique. Le courage se juge à l'acte, à la décision de résister, indépendamment de l'intention morale. Un criminel prenant des risques insensés pour son méfait peut, de ce point de vue purement pragmatique, être qualifié de courageux. Donc là se dessinait en fait l'idée d'un mouvement, d'une étincelle, mais d'une orientation, d'une intention qui va être important de poser par rapport à ce mouvement courageux. Le mot courage est donc un mot puissant, mais chargé, ambigu, presque paradoxal. Il repose sur une contradiction fondamentale, il n'existe pas sans peur. Une personne qui n'éprouve aucune peur n'est pas courageuse, elle est inconsciente et téméraire. Le courage n'est donc pas une absence d'émotion, mais la décision d'agir malgré cette émotion. C'est un processus interne, une lutte invisible que nul autre ne peut mesurer. Face à cette complexité, face à ce mot qui semblait se vider de son sens à mesure que je tentais de le cerner, j'ai compris qu'une seule approche, qu'elle soit clinique, philosophique ou issue du témoignage, serait toujours insuffisante. Pour saisir les multiples facettes de cette vertu, j'ai choisi d'avancer dans ce cheminement avec un croisement de regards de ces trois perspectives. Les questions qui se posaient à moi et la clinique, philosophique et celle des témoignages. Le troisième extrait que j'ai envie de partager avec vous est justement un extrait de témoignage que je trouve justement très fort, en dehors même du cadre dans lequel il est posé. C'est une personne que j'avais découverte dans un congrès de santé intégrative et que j'ai embarquée dans notre mouvement de santé intégrative. Ce n'est pas une de mes patientes, mais c'est quelqu'un qui a traversé une pathologie, un cancer. Et les mots qu'elle a utilisés m'ont permis de réfléchir au rapport à l'incertitude que l'on peut avoir dans la vie, en dehors même de la maladie. Et j'ai trouvé que c'était un enseignement extrêmement puissant, à tel point que je l'ai intégré dans les diplômes universitaires que je co-dirige. Alors, le témoignage de Colette Casimir. On me parle souvent de courage, mais pour être honnête, je ne me reconnais pas dans ce terme. Pour moi, il s'inscrit dans une sorte d'injonction à la positivité. Un peu lorsqu'on dit à quelqu'un qui souffre « sois courageux »
Ou même peut-être quand vous avez entendu, c'est ce qu'elle rappelait, quand on dit à quelqu'un « bon courage ». En fait, il y a quelque chose de paradoxal à ce moment-là. Cela peut sonner creux. Mon expérience après le cancer, qui est entrée dans ma vie en 2004, avec un diagnostic de cancer du côlon, suivi de plusieurs récidives, ne relève pas du courage, mais d'autre chose. Au départ, je l'ai vécu comme un combat, ce qui, je pense, est une réaction naturelle. Mais ma plus grande découverte a été de pouvoir transformer ce combat en un voyage. Ce changement ne s'est pas fait en un jour. Je suis ingénieure de formation avec un esprit très cartésien. J'ai passé 30 ans comme cadre dirigeante dans les entreprises du CAC 40. Mon esprit décidé et mon corps, ce véhicule, devaient suivre. Quand la maladie a frappé, puis récidivé, j'en ai voulu à ce corps qui me trahissait. Je me sentais déconnectée, habitant une enveloppe que je ne contrôlais plus. C'est cette dissociation qui nourrit l'idée de combat pour moi. La transformation a commencé lorsque j'ai pris conscience des 3 entités qui me composent. Mon corps, mon esprit et mon âme. J'ai alors décidé que nous allions cesser de nous battre pour coopérer, pour devenir une équipe. C'est à cet instant précis que le combat est devenu un voyage. Il ne s'agit pas de résignation, qui n'est jamais une bonne chose, mais d'une forme d'acceptation bienveillante de la personne que j'étais devenue, une personne transformée par l'épreuve. Ce voyage intérieur m'a obligée à chercher des ressources en moi et autour de moi. Ce n'est pas un chemin que l'on fait forcément seul. Face aux récidives, j'ai puisé ma force dans des souvenirs plus douloureux encore que ce que je vivais. J'ai repensé à la maladie terrible et incurable de ma mère, à sa souffrance dont je n'avais pas pris toute la mesure enfant, et à la douleur que j'avais moi-même ressentie face à cette situation familiale. Je me suis dit que si j'avais pu traverser cela, je pouvais faire face à ce cancer. Voir des enfants de 4 ou 5 ans à l'Institut Curie, rassurer leurs propres parents en allant recevoir leur chimiothérapie, a été aussi une autre source de perspective puissante. Si eux le pouvaient, alors je devais avancer. Après les traitements, j'étais un zombie, l'ombre de moi-même. Sur les conseils d'une de mes équipes, je me suis tournée vers l'Ayurveda sans grande conviction au départ. Ma première cure en 2012 a été une révélation. Les massages, les soins, la méditation m'ont permis de me reconnecter à mon corps, de sentir une nouvelle énergie. J'ai commencé à me sentir intégrée, corps et esprit enfin unifiés. J'ai découvert la méditation, le yoga thérapeutique et même appris à gérer une douleur intense de pancréatite par la seule force de l'esprit. Ce fut la preuve que je pouvais être une personne unifiée. À un moment, face à la perspective de chirurgie encore plus mutilante, j'ai voulu abandonner. Ce qui m'a fait continuer, c'est l'amour indéfectible que je porte à ma sœur aînée, mon âme sœur. Elle n'a pas essayé de me convaincre ou de me dire « fais un effort ». Elle était juste là, présente. Et sa simple présence a suffi. Je me suis dit que je ne pouvais pas lui faire ça et j'ai continué. Nous avons ensuite cheminé ensemble dans ce parcours, y compris lors des cures ayurvédiques, car les aidants aussi ont besoin de soutien. Vivre avec un cancer, c'est vivre dans l'incertitude constante. Mon mécanisme pour y faire face a été l'acceptation, accepter que le risque est là sans pour autant refuser de voir la réalité. Cela m'a poussée à vivre ma vie plus intensément, à la considérer comme un bonus que je dois mériter. Pour atteindre cette acceptation, il faut s'alléger. J'ai décidé de devenir légère comme une plume. La méditation du pardon a été une étape clé pour cela. Elle m'a permis de déposer les dernières pierres qui alourdissaient mon sac à dos, de me débarrasser des reliquats de colère et de tout ce qui pouvait polluer mon esprit. Car la colère est une étape normale et inhérente à la maladie grave. Mais si elle persiste, elle nous maintient dans une relation schizophrénique avec nous-mêmes et c'est délétère. Il faut la traverser pour aller vers l'acceptation. Cette expérience m'a plus appris sur la vie que mes 30 années de carrière. Toute cette richesse, je ressens aujourd'hui le besoin de la transmettre.
C'est ce qui m'a conduite à entreprendre une thèse de doctorat soutenue en 2025 sur un sujet tabou, l'invisibilisation des répercussions du cancer sur la vie sexuelle des femmes. Mon objectif était d'explorer leur vécu expérientiel en m'appuyant sur leurs propres mots pour mettre en lumière le poids des conventions sociales et le travail émotionnel énorme qu'elles doivent accomplir. Je prévois d'en faire un livre pour le grand public. La maladie, je sens qu'elle nous fracture, notre corps, notre esprit, notre famille, notre vie professionnelle. Il est donc essentiel que le système de santé ne rajoute pas sa propre fragmentation. J'ai dû moi-même construire ma propre santé intégrative en devenant chef de projet de ma santé. Je trouve ça vraiment très joli, chef de projet de ma santé, en consultant des spécialistes dans différents hôpitaux pour chaque complication. C'est un travail à plein temps. J'ai utilisé mes compétences professionnelles en gestion des risques pour piloter ce projet. Comment Colette ne va pas mourir ? Tout le monde n'a pas ces compétences, mais on peut trouver dans son entourage quelqu'un pour aider à jouer ce rôle. Si je devais définir cette force intérieure, ce ne serait pas le courage, ce serait plutôt la capacité à faire face, la capacité à regarder la maladie en face, à se regarder soi-même avec bienveillance, malgré tout. C'est la volonté de regarder l'épreuve autrement et de s'unifier pour la traverser ensemble avec ce corps abîmé. C'est ce cheminement qui permet de redevenir une personne intégrée. Donc ça m'intéresse beaucoup, après ces quelques extraits, tout à l'heure, après la deuxième présentation, de pouvoir aussi entendre si ce cheminement, puisque le livre a plusieurs versions. Il y a la version avec toutes les questions qui sont posées, tous ces entretiens passionnants, la clinique, le cheminement philosophique, comment les intégrer, si c'est quelque chose qui parle bien sur le courage. Et j'ai choisi l'interview de Colette, mais j'aurais pu choisir bien d'autres interviews faites, parce qu'en fait, chaque interview, le conseil m'avait été donné, c'est un bon conseil de réfléchir, de voir ce que cette interview pouvait toucher en moi, toucher comme réflexion aussi, pour mettre en mouvement. Et chaque interview m'a permis de cheminer et de poser en fait une nouvelle question sur le courage. Ici, vous voyez comment aussi le fait de prendre une position politique au sein de la santé est quelque chose de courageux en partant de sa propre expérience, mais dans d'autres entretiens, je pense par exemple à l'entretien, un des entretiens avec Reza, c'était de voir comment on peut trouver le courage de tenir dans des conditions extrêmes, dans des conditions d'enfermement, de torture. Mais quelque chose qui m'a énormément parlé, c'est aussi comment on peut avoir le courage face à son tortionnaire, et peut-être ce courage-là m'épate encore plus, de ne pas le dénoncer et de ne pas renvoyer tout ce négatif qui avait été subi, et d'ouvrir quelque chose, un autre chemin dans la rencontre avec un tortionnaire. Donc pour terminer, pour conclure, ce courage, il est vraiment le courage de faire face à des situations, et ces situations vont amener quelqu'un à bouger, se mettre en mouvement, agir, mais parfois à ne pas agir non plus. Le courage va être de pouvoir nommer aussi certaines situations. Le courage va être de regarder, même dans les zones d'ombre, les choses qui ne sont pas très agréables à regarder en soi. Et le courage est radicalement collectif aussi. Dans tous ces entretiens, on voit qu'il y a quelque chose de personnel, une posture, mais quelque chose qui va bien au-delà et qui crée une façon d'être en groupe qui va être radicalement différente. Et pour reprendre les termes dont on avait parlé avec Pierre, radicalement bienveillante vis-à-vis de chaque personne. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on pourra échanger.